Parley et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une émission produite par La Flèche. Drôle de saison de vélo qui se termine avec de manière normale, c'est-à-dire avec un palmarès à Radio Bidon. On va essayer de passer en revue. Je dis bien on va essayer parce que il s'est passé tellement de choses dans un laps de temps tellement comprimé que normalement notre exercice mental, c'est de réussir à se souvenir de toute la saison. Là, c'est plus de réussir à faire le ménage dans toutes les choses qui se sont passées en même temps. Il y avait des moments où il y avait 2, 3 courses en même temps. On a essayé de suivre ça tant bien que mal. Avec moi aujourd'hui, mes habituels comparses. Emmanuel Moisan, bonjour. Salut. Et Charles Ostigui. Salut Charles. Salut messieurs. Et on va avoir avec nous aujourd'hui d'autres habitués de Radio Bidon qui vont venir commenter certaines des catégories qu'on a mises au programme. Il y a aussi les auditeurs qui ont été mis à profit. Donc, on leur a posé la question, on leur a demandé de participer et de nous dire quels étaient les coureurs ou les événements ou les choses qui les avaient le plus marqués pendant la dernière saison. J'ai envie de commencer là, tout de suite, là, mais avant, là, je veux juste vous dire, avez-vous aimé ça, cette saison-là, en condensé? Vous, moi, j'avoue que j'ai pas détesté ça. Je me plains tout le temps, ça fait que je me suis plaint qu'il y avait trop de courses en même temps, là, mais j'ai pas haï ça. Je sais pas pour vous autres. C'était beaucoup en même temps. On était chanceux parce que on avait les attentes étaient très élevées avec le printemps qui a été annulé. On aurait pu, avec nos attentes, tomber sur quelque chose de plate, d'ennuyant, de morose, puis pas du tout. Donc oui, puisque c'était le fun, ça a été agréable jusqu'au bout, mais certaines fatigues rendues à la Vuelta, ce qui est un peu toujours le cas de toute façon. C'est tout le temps de même. C'est rendu à Vuelta, personne n'écoute, puis ça reste une des courses les plus tripantes de l'année, mais effectivement, rendu à Vuelta, tout le monde est tanné. Là, c'était comme on sortait d'un gros souper de Noël, puis on n'avait plus le goût de manger, puis d'habitude, c'est comme on est juste écœuré parce que c'est juste une espèce de longue fatigue. Toi, Emmanuel, est-ce que tu as aimé ça comme saison? Oui, quand même, plutôt aimé la saison. Comme vous dites, là, c'était un peu difficile à suivre là, parce qu'il y avait beaucoup de courses qui avaient lieu en même temps. Des fois, c'était de se démêler là, entre qu'est-ce qui appartenait à quelle course. Le côté plate aussi, c'est que plusieurs événements ont été annulés. Paris-Roubaix, les Grands Prix cyclistes, Québec-Montréal et tout ça. Mais oui, somme toute, c'était une saison quand même intéressante là, dans les circonstances. Bon, on commence avec le moment dramatique. Emmanuel, comment j'ai appelé ça? Emmanuel, c'est le moment qui vous a donné envie de nous rouler en boule dans le coin du salon. Ouais. Donc, le bout que ça allait pas bien. Là. Ouais, il y en a une couple. D'un point de vue personnel, je vous dirais, moi, c'est le moment où je me suis rendu compte que je commençais à triper sur l'équipe Ineos Grenadier. Une équipe que j'ai jamais particulièrement beaucoup affectionnée, mais à un moment donné, à force que la saison progressait, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'ils avaient une belle saison malgré les embûches qu'ils ont eues. Un autre moment là, qui nous a donné envie de se rouler en boule dans le coin du salon, évidemment, c'est les gros crashs qu'on a eus cette année là, d'Evenepoel, de Jacobsen, de Dijgaard. On va en parler un petit peu plus loin. Mais le moment que je retiens le plus, puis c'est un moment qui est passé de façon presque anecdotique, puis dont on n'a presque pas entendu parler non plus, c'est les soupçons de dopage autour de l'équipe Arkea Samsic. Ouais, c'est vrai. Puis ça nous a comme replongé dans des vieux mauvais souvenirs. Ça faisait un bout de temps là, qu'on n'avait pas vécu ça dans le cyclisme, là, des descentes de police dans des hôtels puis des affaires comme ça. Ouais, c'était comme une version soft de l'affaire Festina ou du temps où on débarquait dans la chambre de Pantani au Giro ou des choses comme ça. Ouais. Exact. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler de Quintana tellement depuis, outre que pour sa double opération dont la réhabilitation n'a pas l'air de se faire tout en douceur. Là. Mais effectivement, on a choisi peut-être de pas trop s'en
s'en soucier ou parce qu'on est tanné d'en entendre parler ou d'en parler de dopage? Ben, l'autre affaire, c'est qu'il n'y avait rien, là, je veux dire, dans le sens où là, Effectivement. ils n'ont rien trouvé. Là. C'est un peu comme le complot de fraude électorale aux États-Unis. Là, tu peux trouver ça bien épouvantable, mais encore faut-il que tu aies quelque chose à montrer. Donc, et là, ben, oui, les flics sont débarqués. Oui, il y avait des soupçons, mais des soupçons, ça reste des soupçons. Effectivement. T'as parfaitement raison. C'est pas vilain de le souligner non plus pour pas laisser une impression qu'il y a peut-être plus que ce qui est retrouvé, en fait. Ouais, ben c'est ça. Quand il y aura une preuve, il y aura une preuve, puis on les condamnera tous ensemble. C'est ça. Je prends la balle au bon pour répondre à la question. Moi aussi, le moment qui m'a fait faiblir un peu, attristé, qui m'a donné envie de me rouler en boule, ça a été l'annulation de Paris-Roubaix. Le jour où ça a été annoncé et le jour de l'événement où il pleuvait à boire debout, il faisait une température en bas de 10 degrés. On aurait eu un Roubaix dans la boîte, ce qui n'est pas arrivé depuis 1823. On aurait aimé ça, mais bon, finalement, c'est pas arrivé. Ça sera peut-être l'année prochaine ou pour une édition subséquente. C'est exactement la même chose que toi, mais moi, ça s'est passé genre le lendemain. Parce que je vois, OK, Paris-Roubaix est annulé, puis là, c'était la Vuelta en même temps, puis je me demande s'il n'y avait pas une autre course aussi en même temps, puis là, le lendemain, je regarde, écoute, y a-tu plu à Roubaix hier? Je regarde la météo, il y a plu en plus. Fait que j'ai fait ça à 24 heures en retard. Je me suis aussi roulé en boule dans le coin du salon. Charles, c'est à toi que revient la prochaine catégorie. Qui est de déterminer qui a été le coureur ou la coureuse la plus inspirante de 2020. Et où? C'est ça. Et où? Oui. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Puis, tu sais, l'inspiration vient de différentes formes. On peut peut-être écouter Audrey nous dire ce qu'elle en pense avant de répondre à la question. Oui, Audrey qui était là tout au long de la saison, qui est venue nous parler du Tour de la Vuelta, tout ça. Et donc, elle nous parle justement du coureur et de la coureuse les plus inspirants pour elle en 2020. OK. Donc, du côté féminin, c'est pas une coureuse en particulier, c'est plutôt un duo. Cette année, dans les classiques et les courses d'un jour, le duo qui m'a vraiment fait vibrer, c'est Elisabeth Armitstead et Elisa Longo-Borghini. Je trouve que, point de vue équipe pour la Trek Segafredo, les deux se sont vraiment bien démarqués. C'est pas une qui gagne, c'est l'autre qui gagne et l'une est à la merci de l'autre, travaille pour l'autre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et d'avoir la qualité des directrices sportives dans l'auto, Ina Tottenberg et Giorgia Brandini, ça donne lieu à des belles situations de course. Donc, du côté féminin, c'est ces deux-là qui m'ont impressionné. Et pour du côté masculin, c'est vraiment Primož Roglič. Parce que après sa défaite, on appelle ça une défaite, mais c'est quand même très bon, une deuxième place au Tour de France. Après cet événement-là, après avoir perdu le maillot jaune une journée avant la fin du Tour de France, ben, il s'est relevé vraiment rapidement. Et il est allé remporter son premier monument de sa carrière et la Vuelta pour une deuxième année consécutive. Ça fait de lui le premier coureur de l'histoire à remporter la Vuelta 2 années consécutives depuis Roberto Heras, qui l'avait remporté en 2003, 2004, 2005. Et c'est le premier coureur à remporter un monument et un grand tour dans la même saison depuis Laurent Jalabert en 1995. Donc, Roglič a remporté Liège, Bastogne-Liège et Laurent Jalabert avait remporté Milan-San Remo et les deux la Vuelta. Donc, Roglič, pour s'être relevé et avoir vraiment terminé la saison en beauté. Bon, ça, c'était pour la réponse d'Audrey. Mais toi, Charles, c'est qui les coureurs les plus inspirants de 2020? Ben, le fait d'être un coureur avec une pancarte, c'est-à-dire qu'on s'attend de vous que vous gagnez l'étape ou la course ou peu importe, et que vous réussissiez textbook à remporter la course, pour moi, c'est une inspiration. Ça vient dire que le coureur domine outrageusement et n'a pas peur de ce qu'il représente dans une course. Là-dessus, je suis obligé de la donner à Alaphilippe.
qui pour d'autres raisons m'inspire assez peu. Mais là-dessus, il a été performant toute la saison. On parlera peut-être de plus tard en cours d'enregistrement de ses bêtises. Mais, il y a des bonnes chances. Ouais. Et du côté des femmes, je suis obligé d'aller vers Anna van der Breggen, qui aurait pu, dans différentes catégories, mettre les freins, s'économiser peut-être pour s'économiser dans la course A pour remporter la course B. Et pourtant, elle a été all-out dans toutes les courses auxquelles elle a participé. Ça, pour moi, c'est très inspirant. Raison pour laquelle je la place là. Emmanuel? Moi, j'ai choisi deux coureurs coureurs et coureuses qui ont eu des grosses saisons eux aussi, mais je me suis basé sur leur bonne humeur et leur sourire pour les sélectionner. Radio Bidon est devenu un camp scout. Ben oui, en raison du contexte actuel, là, puis de la pandémie, puis tout ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Chez les femmes, j'ai choisi Céline Del Carmen Alvarado, qui semble toujours de bonne humeur, très, très joyeuse, radieuse, adorer faire ce qu'elle fait dans la vie. Je la trouve très rafraîchissante. Et puis, chez les hommes, Arnaud Desmares, qui a toujours le sourire fendu jusqu'aux oreilles dans les entrevues d'après-course. Il a vraiment l'air d'avoir beaucoup de fun à être un cycliste professionnel. Alors, je les ai trouvés très inspirants cette année. J'avais envie de dire, moi, mon coureur le plus inspirant, Wout van Aert, parce que il s'est tellement donné, il était partout, en particulier autour, et était extraordinaire. Mais j'ai donné ça, moi, deux inspirations. Un coureur puis une coureuse badass cette année, là, qui est le premier, c'est Mike Woods. Fémur cassé sur Paris-Nice, revient, fait 2 podiums, dont une victoire, puis il porte le maillot de leader sur Tirreno, termine 8e derrière des pointures, le Simon Yates, Geraint Thomas, Rafael Maïka, Wilco Kelderman, etc. Il finit 12e aux mondiaux, 3e à la Flèche, 7e à Liège-Bastogne-Liège, puis il fait 2 deuxièmes places, puis une victoire d'étape, mais surtout la classe totale dans sa manière d'aider Hugh Carty, donc a été équipier modèle dans une équipe qui quitte, là, donc il s'en va chez Israel Startup Nation. Il aurait pu jouer ses affaires de son bord, aller chercher ses points, faire son truc. Non, il a été un super équipier jusqu'au bout, gentleman. Puis l'autre badass, pour moi, c'est Annemiek van Vleuten qui a décidé de faire les mondiaux avec le poignet cassé. Donc ça, je suis toujours très... Même si dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, c'est le genre d'affaires dont on vous dit qu'il ne faudrait pas que vous fassiez ça, avec raison. Chez les coureurs cyclistes, on dit souvent que c'est un des sports les plus durs au monde, sinon le sport le plus dur au monde. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette manière-là, cette détermination-là des coureurs, des coureuses, de faire des courses, de continuer de participer, même quand ils sont blessés ou qu'ils ne devraient pas être là. Et dans son cas, Van Vleuten, bon, elle n'a pas mal fait non plus, là, considérant là, sa blessure. Donc, pour moi, ça, c'est les deux coureurs les plus inspirants. Ce qui nous amène à la prochaine catégorie. Le moment le plus fréquent de l'année. Et on a un autre participant donc à l'émission qui était avec nous depuis le début de Radio Bidon et qui s'appelle Simon Drouin, journaliste à la presse, aux autres sports, comme j'aime dire, c'est-à-dire à ce qui n'est pas le hockey. Et on lui a demandé à lui d'abord quel est le moment le plus fréquent pour lui de l'année. Ben moi, je vois 2 moments vraiment fréquents qui se sont passés cette année. D'abord, la chute de Remco Evenepoel durant le Tour de Lombardie au pied d'une descente où les coureurs devaient tourner à la gauche. Lui a pris trop large ou arrivait trop vite, frappé le parapet d'un espèce de ponceau, puis il a chuté... je pense que c'est une chute d'environ 8 mètres, donc vraiment il a disparu complètement de la circulation, tombe en bas. On a vu des images où on le voyait couché au sol, victime de plusieurs fractures. Puis
vraiment une chute dramatique. Remco Evenepoel qui avait connu un début de saison extraordinaire. Puis personnellement, moi, je l'avais rencontré au Grand Prix de Québec en 2019. Donc, c'est un jeune homme vraiment qui m'avait vraiment fait forte impression par sa confiance, par son intelligence. Puis le fait aussi qu'il était vraiment attendu par les médias belges cette année. Fait que finalement, bon, il s'en est tiré quand même miraculeusement, j'oserais dire. Là, tranquillement, il va faire son retour sur un vélo. Ensuite, le deuxième moment, ben, c'est une autre chute malheureuse, celle de Fabio Jakobsen de Koenig Quick-Step dans un sprint de peloton, la deuxième étape du Tour de Pologne. Jakobsen tentait de passer à l'intérieur le long des pancartes avec son compatriote Dylan Groenewegen qui était devant lui. Puis Groenewegen lui a fermé la porte avec le coude, puis j'imagine qu'il devait arriver à 65-70 km/h. Puis le vélo de Jakobsen s'est accroché dans la pancarte publicitaire, dans la clôture. En tout cas, il a tapé comme de façon effroyable là, sur un poteau, frappé aussi un photographe qui était là. Finalement, tous les vélos ont revolé, puis fractures multiples là, au niveau du visage, perdu, je pense, toutes ses dents. Vraiment, puis bon, sa vie était en danger quand même pendant longtemps, finalement. Puis il a été sauvé par son coéquipier Florian Sénéchal qui s'est retrouvé là, puis il lui a glissé sa main sous son cou pour lui permettre de respirer. Là, dans le fond, ça a été comme une manœuvre instinctive. Là. Il n'était pas secouriste ou rien, mais il voyait bien que son coéquipier avait besoin d'aide. Donc, vraiment deux moments dramatiques dans la saison 2020. On espère que les deux coureurs vont pouvoir finalement revenir au niveau. C'est déjà miraculeux qu'ils soient vivants et potentiellement quand même en bonne santé. Là. On espère qu'ils vont pouvoir revenir à leur niveau l'an prochain. Donc, c'était une année dure, comme l'illustre Simon avec son choix pour les chutes. Et quant à moi, c'est certainement le moment où on a vu chuter Fabio Jakobsen au Tour de Pologne, qui est le moment le plus fréquent. Surtout peut-être à cause des images qui étaient extrêmement éloquentes, qui nous ont permis de voir la chute d'à peu près tous les angles possibles et aussi de voir la barrière se déconstruire, se défaire en 1000 morceaux et de savoir, après ça, on n'avait pas d'image. Heureusement, là, on n'avait pas d'image directement là, sur tout ce qui se passait là, par la suite, ou en tout cas, on ne nous les a pas montrés ou le moins possible, mais ce qu'on a su par la suite, là, qui était l'ampleur de ses blessures, qui était énorme. Donc, puis on voyait, il y avait des blocs de béton autour, un rail de chemin de fer, puis on s'imaginait le pire, et avec raison. Donc, pour moi, c'était vraiment le moment le plus fréquent cette année. Messieurs, je tiens Charles cette fois-ci. Peut-être pour en rajouter une couche sur ce que tu viens de dire, ça fait 3 mois que cet accident-là est arrivé, au début août. Et on n'a toujours pas revu Jakobsen, ce qui est probablement aussi un signe de l'ampleur des blessures. Bon, c'est un peu la catégorie gore. J'ai vu sur Twitter là, une image du plateau chirurgical dont on venait lui enlever les broches qu'il y avait dans la bouche. Là, puis il a pris une photo des broches qu'il y avait dans la bouche qui retenait sa mâchoire qui a été fracturée. Oui. Donc, les conséquences ont été très graves dans son cas, ou en tout cas semblent l'être. Ça semble aussi être le cas du côté de Chloé Dygert qui s'est déquée monumentalement aux mondiaux contre la montre, où elle a expliqué par la suite que c'était une erreur, est arrivée trop rapidement dans la courbe, passer par-dessus le parapet, c'est vraiment lacérer la cuisse gauche. Pour moi, ça a été le moment, quand on l'a vu taper dans le rail métallique sur le bord de la route, là, le cœur arrête de battre pendant une seconde. Presque content en bout de ligne que ce soit qu'une lacération, aussi profonde soit-elle, et que ce soit pas quelque chose de vraiment beaucoup plus grave. Mais pour moi, ça a été le moment où le cœur m'est arrêté de battre pendant un instant. Emmanuel Moisan? Je suis d'accord avec vous là aussi sur le
le crash de Jacobsen autour de Pologne, là, c'était d'une violence qu'on a rarement vue là, dans le cyclisme, au point où j'étais presque convaincu là, qu'il était décédé sur place. Là. C'est de cette ampleur-là. Puis, peut-être qu'on pourrait aussi là, en profiter pour parler ou dénoncer un peu là, ceux qui vont reposter ces images-là là, à tour de bras sur les réseaux sociaux. Je pense pas que les gens qui font ça sont des vrais amateurs de cyclisme, ou en tout cas, je sais pas comment me positionner par rapport à ça. C'est des affaires que tu vois live, mais je suis pas sûr que j'ai besoin de voir ça par après, là, que ce soit des gérants d'estrade là, de chez Twitter ou de chez Facebook ou peu importe, là, qui remettent ça avec... je dirais pas une pointe de fierté ou de quoi dans le commentaire, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, vous autres. Je sais pas si c'est la crash porn, là, j'ai un rapport très, très ambivalent par rapport à ça. Comme toutes les formes de porn, finalement, là, puis je le dis sans ironie ni rien, même si ça a l'air drôle, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a beau dire qu'on est contre, puis nanana, mais tout le monde finit par en regarder pareil. Là. Fait que j'ai un rapport très, très ambivalent par rapport à ça. Ça reste de l'information. Ça m'a permis de voir jusqu'à quel point, par exemple, les barrières étaient mal attachées. Mais bon, ça, quelqu'un d'autre aurait pu me le dire, mais je suis capable de le vérifier moi-même parce que je les vois voler en éclats. Donc, puis évidemment, on veut revoir le geste fautif là, de Groenewegen. Est-ce que c'était si dramatique que ça? Est-ce que, bon... Puis, il y a une partie de moi aussi qui dit c'est de la curiosité morbide, mais en même temps, je suis à ce point choqué par ce qui se passe là que peut-être que ce choc-là fait qu'on fait bouger les choses. Mais tu sais, je suis comme... Mais en même temps, je trouve que ça n'a pas d'allure non plus. Tu sais, fait que je sais comme pas où me mettre là, par rapport à ça. Ça va être plus facile d'avoir une perspective sur l'événement et sur les conséquences dans 1 an ou 2. À savoir, est-ce que ça aura changé quelque chose? Est-ce que la suspension de Groenewegen, qui va peut-être mettre fin à sa carrière, aura changé les choses? Est-ce que le Tour de Pologne va prendre conscience de ce qui s'est passé? Mais c'est ça, tu sais. Je me rappelle, il y a maintenant plusieurs années, quand Wouter Wayland est mort au Giro, il y a des images épouvantables qui ont circulé pendant beaucoup trop longtemps. Puis il y a une retenue qui s'est faite par la suite, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de le voir pour le croire. Là. Des fois, c'est suffisant c'est sûr. Spécialement dans un cas comme ça. Mais bon. Il existe des photos de si je ne m'abuse, de Tom Simpson en train de mourir sur le Ventoux. Il y aura toujours du voyeurisme comme ça. Comme dirait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Et quand il dit ça, il le dénonce, mais en même temps, il dit cette curiosité là, morbide là, à laquelle on n'échappe pas toujours. Mais j'aurais tendance à te dire, Emmanuel, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je comprends pourquoi ça existe, puis je sais pas si ça va, de là à le dénoncer, je sais pas. J'ai pas d'avis fixe sur la question. Manu? On rebondit sur la catégorie de l'idiot, l'idiote ou les idiots de l'année, les gars? Ouais, exactement. Est-ce que, je sais on disait tantôt, on a posé des questions aux auditeurs, Manu. Est-ce qu'ils avaient, avant qu'on écoute, parce qu'on a un autre invité qu'on va entendre tout de suite après. Oui, les auditeurs qu'on remercie d'avoir participé généreusement, d'ailleurs, sur Twitter, là, avec leurs commentaires qui nous ont permis de se rappeler de certains événements aussi, là, qui ont... d'ailleurs, souligné dans la catégorie des idiots de l'année les organisateurs du Tour de Pologne pour justement l'arrivée de cette étape-là. Là, qui a 80 km/h, c'est ça. C'était complètement ridicule. Là, on s'entend là-dessus. Beaucoup de mentions aussi là, les deux magas du Colorado, Quinn Simmons et Chloé Dargard, qui semblent s'aligner tout juste derrière Gianni Moscon pour devenir les morons du peloton, en raison de leur position un peu limite là, au niveau racisme et intolérance. Difficilement défendable, on va mettre ça comme ça.
difficilement défendable, effectivement. Mais allons maintenant écouter l'opinion de François Parisien sur cette question-là. Yes. Donc, les idiots de la saison, eh bien, ça fait bizarre à dire parce que c'est en plus un de mes coureurs préférés. J'ai choisi malheureusement Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe qui a gagné le maillot de champion du monde de brillante façon, en solitaire. Chapeau, mon garçon. Mais par la suite, c'est comme s'il avait perdu un peu son instinct de course, sa rage de courir jusqu'au bout de la ligne. Et malheureusement, il a fait une très, très grosse idiotie en levant les bras à Liège-Bastogne-Liège. Beaucoup trop tôt, il s'est fait passer pour perdre la victoire. Et en plus de ça, il a fait un sprint irrégulier, alors que selon moi, il aurait été en mesure de gagner quand même de façon très propre s'il s'était pris autrement. Donc, malheureusement, Julian Alaphilippe aurait pu gagner une course après sa victoire au championnat du monde. Et non, il se fait reléguer 5e. Et en plus de ça, bien, il se fait coiffer comme un bouffon. On veut jamais faire ça lorsqu'on gagne une course, qu'on lève les bras. Se faire passer à la ligne d'arrivée comme ça, c'est vraiment, vraiment une erreur de débutant. Et en plus de ça, le week-end d'après, il fait presque la même chose à Brabant-Pige, à la Flèche Brabançonne. Il gagne la course, mais il lève les bras encore une fois un peu trop tôt et il passe très près de se faire passer encore par Van Der Poel. Donc, il n'a pas appris de ses erreurs, selon moi. Et puis après ça, bien, on a tous vu sa chute là, dans les courses qui ont suivi, qui a terminé sa saison abruptement. Donc, malheureusement pour lui, il aurait aimé performer avec le maillot de champion du monde et ça n'aura pas eu le cas cette année. Je suis assez d'accord avec le choix de François Parisien, là, quitte à ne pas me faire d'amis parmi nos auditeurs et nos auditrices français. Et ceci étant dit, là, Julian Alaphilippe a eu quand même une très grosse année en termes de cyclisme et de résultats, mais quelques événements là, qui ont fait en sorte que j'ai pas le choix de lui décerner cette palme-là cette année. D'abord, ça montre Richard Mille à 120 000 US. Qui arborait là, au départ de certaines courses. On aurait le goût de lui dire « Laisse donc tes bijoux au vestiaire, le douchebag ». Son sprint bâclé, évidemment, sa célébration hâtive à Liège-Bastogne-Liège. Tu sais, tu laisses un monument te filer entre les mains pour une question d'ego ou de... En tout cas, c'est complètement ridicule. Le fait qu'il a failli faire pareil la semaine suivante à la Flèche Brabançonne. C'est ça le pire! Il a failli commettre la même erreur. Puis sa fin de saison, son écrapoutissage dans le derrière d'une moto autour des Flandres, où il a encore laissé filer un autre monument là, qu'il aurait pu ajouter à son palmarès. Mais c'était totalement de sa faute, là, totalement. Là, même si Patrick Lefebvre poussait des hauts cris sur les réseaux sociaux, là, c'est Alaphilippe qui est en train de regarder par terre puis de parler à la radio, puis il regarde pas ce qui se passe. Comme il le fait très souvent. J'adore Alaphilippe, c'est un super coureur. Il est extraordinaire, mais il est partout sur le bicycle, partout sur la route, puis il cause des crashs. Tu sais, il a été relégué. Il y a eu plein d'épisodes comme ça cette année où on dirait là, qu'il y a comme il est comme éparpillé, là, puis autant c'est un coureur brillant, tu sais, aux mondiaux, là, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, là. Mais c'est comme wake the fuck up, le dude, là. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Oui, peut-être inspiré par son patron, comme tu dis, qui aurait été un bon candidat quand même à l'idiot de l'année avec ses déclarations à l'emporte-pièce sur Twitter, pour rappelant un autre leader important. De mon côté, par exemple, je peux pas passer sous silence une nouvelle qui a l'air vieille, mais qui date seulement de juin. C'est l'UCI, mon idiot de l'année, pour avoir remis au dictateur turkmène un prix honorifique d'implication au niveau du vélo. Bravo, je me lève debout, j'applaudis longuement et je vais remettre la palme. Et ce qui est plus malheureux dans tout ça, c'est que c'est un comité à l'UCI, c'est pas une personne seule qui décide de remettre ce type de prix. Ça laisse voir jusqu'à quel point il y a de la politique dans l'organe suprême de gestion du cyclisme international. Mais bravo UCI, tu es pour moi l'idiot de l'année. Moi, j'avais mis Alaphilippe, ex aequo avec les organisateurs du Tour de Pologne, ex aequo avec l'UCI, et là, ça va avoir l'air contradictoire, là, mais pour la punition
de 9 mois de suspension imposée à Dylan Groenewegen. Je trouve que le geste de Groenewegen était répréhensible, mais on s'entend à peu près tous pour dire que dans le sport, c'est des pratiques courantes. Fermer la porte comme il l'a fait, c'était brutal, c'était extrêmement malhabile, c'était dangereux, mais cette suspension-là, on pourrait la donner à Julien Alaphilippe là, qui a fait des trucs semblables ou pires là, cette année, donc qui n'ont pas eu des conséquences aussi graves. Mais là, parce qu'il s'est passé quelque chose, on punit un geste qui est banal puis qui est entré dans les mœurs cyclistes depuis longtemps puis qui est considéré comme étant ordinaire et normal. Mais parce qu'il y a eu faute, parce qu'il y a eu un drame au bout de ça, on a attendu le drame pour punir, puis on punit de manière, je trouve, personnellement, démesurée par rapport à l'intention aussi. Je suis convaincu que Groenewegen voulait fermer la porte puis il ne voulait pas l'envoyer par-dessus les barrières. C'était pas un geste où on voyait que c'était délibérément violent. C'était pas un coup de poing sur la gueule comme on a déjà vu. C'était pas des propos racistes comme on a entendu venant de Gianni Moscone. Et qui presque toujours ont été punis ou à peu près pas ou de manière extrêmement faible. Et là, parce que dans le feu de l'action, quelqu'un a commis un geste qui a un peu dépassé de la ligne avec des conséquences extrêmes, l'UCI décide que soudainement, on va devenir plus vertueux que la vertu, puis on va punir de manière exagérée. Je trouve ça complètement idiot. Ça a même été dénoncé par certains coureuses. Van Vleuten qui a été prise, qui a elle-même fermé la porte. Je me rappelle plus de la situation exacte cette année. Qui a eu aucune conséquence. Elle a été reléguée. La deuxième a finalement remporté la course. Aucune suspension, rien. C'est le geste le problème, mais c'est l'inégalité dans l'application d'une suspension parce ce qu'on évalue, c'est la conséquence et non pas le geste. Exact. C'est la base du problème. La conséquence, ça devient un paquet de facteurs aussi qui entrent en ligne de compte. Là, dans ce cas-ci, la conséquence, c'est aussi le fait que les barrières ne tenaient pas. Jusqu'à quel point ça a changé quelque chose. La position, ce que Jacobsen décide de faire, de ne pas faire, sa décision à lui de passer même si on lui ferme la porte, jusqu'où est sa responsabilité à lui. Donc, il y a plein d'affaires là-dedans qui font que cette décision-là n'a pas d'allure puis que la manière de juger de ça, pour l'instant, est complètement arbitraire. Puis, en fait, c'est de la politique. Puis c'est ça que je trouve vraiment déplorable. Et là, on va changer complètement de ton. Charles? Oui, voilà. Question d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Une catégorie qui me tenait à cœur, c'est-à-dire le moment le plus drôle de l'année. Je me lance en vous rappelant ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps au Tour de Flandre. Vous l'avez probablement vu. Gregor Mollberger, qui est un cycliste chez Bora, qui est en pleine caméra, qui vient de vider sa musette dans ses poches, de faire le ménage, de ramasser tout ça, et qui prend sa musette dans une espèce de grand geste ostentatoire pour la lancer sur le côté, mais la boucle de sa musette accroche sa manette gauche et il se jinx, il s'auto-jinx, il se fait tomber au sol lui-même en lançant sa musette. C'est magnifique. Tout ça se fait devant la caméra. C'est drôle parce qu'il se blesse pas véritablement. Là. Il y a du road rash un peu, mais c'est vraiment très, très comique. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est disponible dans un YouTube près de chez vous. Manu, de ton côté? J'avais le goût de choisir l'épisode du Jacket Gate là, c'était au Giro ou à la Vuelta, là, les gars avaient de la misère à enfiler leur jacket en arrivant. Au Giro, les gars de Sunweb qui n'étaient pas capables de mettre leur manteau en haut du Stelvio. C'est pas le moment que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi un moment touchant plus que drôle. C'est l'arrivée de la 18e étape du Tour de France avec Kwiatkowski et Carapaz, bras dessus, bras dessous. J'ai trouvé ça émouvant comme instant, puis ça a fait partie des choses qui m'ont attendri envers cette formation-là, comme je disais au début de l'émission, qui ont fait en sorte que je me suis rendu compte que finalement, je détestais pas cette équipe-là. Moi, c'est comme pas un moment le plus drôle, c'est comme une affaire drôle cette année.
Coudon, les casques, là, y a-t-il un problème avec ça? Donc, c'est premièrement, au Tour de France, l'avant-dernière étape, c'est le contre-la-montre individuel vers la planche des belles filles. Puis, juste avant la montée, les coureurs enlèvent leur visière, puis on renvoie un peu leur casque de contre-la-montre vers l'arrière, ce qui fait qu'ils ont tous l'air un peu idiots. Donc, autant Roglic que Pogačar et les autres ont l'air plus ou moins tata. Puis, mais la palme va sans doute à Tao Gegenhardt qui a besoin d'un cours sur comment porter un casque convenablement. Donc, son casque complètement renvoyé en arrière, qui, soit dit en passant, ne le protège probablement pas de grand-chose rendu là s'il tombe en pleine face. Mais c'est comme le port du casque, moi, cette année, mon moment le plus drôle, parce qu'il semble que ça a été problématique. Et comme on est des adeptes de la mode cycliste qui sommes évidemment au fait des bonnes manières de faire, ça nous choque profondément, ce genre de choses. Ça rappelle l'époque pas si lointaine de Nils Albert, qui était un coureur de cyclocross qui avait systématiquement son casque un petit peu croche sa tête tout le temps. C'était le running gag sur Twitter dans le temps. Il y a eu des gens qui ont pris la relève depuis. On va écouter pour la prochaine catégorie notre ami Simon Drouin qui nous parle du plus beau duel de l'année. Donc, le plus beau duel de 2020, d'abord, en théorie, ça répète une bataille à 3 entre Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julien Alaphilippe au Tour des Flandres. Les 3, si on se souvient bien, se sont retrouvés en échappée à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Juste avant le Teinberg, Van der Poel et Alaphilippe sont partis et forçant Wout van Aert à revenir sur eux. Quelques kilomètres plus loin, ce duel, ou en tout cas cette bataille royale à 3 a pris fin de façon abrupte quand Alaphilippe s'est frappé une moto violemment, culbuté et course terminée, saison terminée pour le Français qui était champion du monde. Donc, les deux Belges se sont retrouvés dans un véritable duel sur 30 kilomètres. Le duel aussi, la table avait été mise un peu plus tôt à Gand-Wevelgem où les deux s'étaient neutralisés. Van Aert accusant Van der Poel finalement de n'avoir marqué que lui puis de l'avoir finalement couru pour l'empêcher de gagner. Donc, ça avait fait une histoire dans les médias belges. Les deux se sont présentés donc, les deux ensemble, avec le peloton qui revenait tranquillement, ou en tout cas les favoris qui revenaient à 1 kilomètre de l'arrivée. Van der Poel s'est placé premier, ou en tout cas Van Aert l'obligeait à se placer premier. Ils se sont livrés une espèce de vraiment véritablement un duel dans le dernier kilomètre. Et plus ça allait, plus on se disait que Van Aert... les chances étaient pour lui parce que, en théorie, sur une vitesse pure, Van Aert probablement plus rapide que Van der Poel, qui est peut-être meilleur dans les sprints longs. Mais non, ils se sont regardés comme ça. Van der Poel, la tête penchée vers l'arrière pour voir ce qu'allait faire. À quel moment Van Aert allait lancer le frein, puis Van Aert a attendu à 192 mètres. C'est levé de son vélo et immédiatement Van der Poel a réagi, puis ça a suivi vraiment un duel d'anthologie entre les deux. Quand ils ont traversé la ligne, on ne savait même pas qui des deux avait gagné. Finalement, on comprend que c'est Van der Poel par un pneu ou peut-être un peu plus. Puis, finalement, victoire vraiment majeure dans un Tour des Flandres vraiment magnifique, disputé plus tard que d'habitude, évidemment. Puis après, peut-être le moment qui a emballé tout ça, c'est Van Aert qui va féliciter Van der Poel, son grand rival, avec qui il y a eu tellement de batailles en cyclocross aussi. Donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment le plus beau duel de 2020. Ah, cette vieille rivalité de jeunes cyclocrosseurs qui, depuis la tendre enfance, se battent l'un contre l'autre. Qu'est-ce que nos auditeurs nous ont proposé comme le plus beau duel cette année, Manu? Beaucoup d'entre eux ont souligné le duel entre Van der Poel et Van Aert, évidemment. Plusieurs ont souligné aussi la bataille entre Roglic et Pogačar, surtout évidemment dans l'étape, l'avant-dernière étape du Tour de France. Roglic-Carapaz aussi à la Vuelta, qui a été une
bataille assez épique. C'est vraiment cool, ça. Et on a souligné aussi le duel Alvarado-Vorst du côté des femmes. Et quant à moi, j'ai choisi la lutte pour le maillot vert au Tour de France, qui a été quand même enlevante, là, faut le dire. C'est une compétition qui n'est pas souvent très, très serrée. Elle l'a été cette année là, entre Sagan et Bennett. Ouais, c'est vrai que c'était cool. Moi, je suis comme Simon. Entre Sagan et Quick-Step, en fait. Ouais. Moi, j'en rajouterais pas. Simon a pas mal résumé. Moi aussi, c'était pas mal Van Der Poel et Van Aert. Toi, Charles? Je ne serai pas très original, donc je serai bref, Van Der Poel, Van Aert. Ben, voilà. C'est là que ça s'est passé pour moi. Et voilà. Manu, c'est quoi notre prochaine catégorie? La prochaine catégorie, c'est la plus grosse surprise de l'année. Et puis, encore là, on a des auditeurs qui ont souligné la performance d'Hugo Hull au Tour de France comme étant une belle surprise. La performance de Tao Geoghegan-Hart au Giro aussi. Et Hirschi et Pogacar, évidemment, là, qui se sont avérés être des surprises pour beaucoup de monde. Moi, ma plus grosse surprise, ça a été que les 3 grands tours aient été complétés. Durant l'année. Je ne croyais pas que le Tour de France allait voir Paris, puis je ne croyais pas que les 2 autres allaient prendre le départ. Et que les 3 soient complétés a été vraiment là une très grande surprise. Une autre belle surprise de l'année, c'est le Tour d'Italie absolument spectaculaire des Ineos Grenadiers. Qui ont gagné 7 étapes plus le général, malgré le fait d'avoir perdu leur leader à la première ou dans les 2-3 premières étapes, je me souviens pas trop. Là. Alors, ils ont retourné le bateau de bord de façon assez spectaculaire, en effet, eux autres. La plus grosse surprise, c'est qu'ils soient devenus cool. Alors que c'était l'équipe la plus ennuyeuse, puis la plus pénible, puis terne, puis ils sont devenus cool. Moi, c'est sûr que c'est la seule Pogacar autour. Là, oui, OK, on le savait que Pogacar avait battu Roglic aux championnats nationaux de contre-la-montre. On savait qu'il était en forme, que l'écart n'était pas si grand que ça, mais il a écrasé du moulin, il a écrasé tout le monde. C'était vraiment une victoire non seulement inattendue, mais c'était un massacre. Là, donc, effectivement. Puis je me souviens pas de la dernière fois que j'ai regardé un contre-la-montre avec autant de tension. Là, puis ma blonde qui suit pas ça tant que ça vient voir. Elle dit, crème, c'est bien le fun, les contre-la-montre. Non, c'est jamais de même. T'en feras pas une habitude. Non. C'est jamais de même. Là. C'est juste aujourd'hui. Puisque ma plus grande surprise était moi aussi que les 3 grands tours se rendent à destination, je veux dire, à brûle pour point que Ghana, qui est capable de tirer sa carcasse jusqu'en haut des cols au Giro, a été une surprise parmi beaucoup d'autres, là, mais celle-là a été quand même assez étonnante. C'est du calibre Van Aert qui tire à l'avant. Même plus lourd encore. Là. Il est plus lourd et plus grand. 82 kilos, quelque chose comme ça. Là. C'est un gros monsieur. Ça commence à être une pièce. Oui. Et l'étape qu'il a gagnée, c'était pas exactement une étape de plat. Là. Donc, c'est un autre très, très fort. Tant qu'à lancer des fleurs à Ineos, la performance de Rohan Dennis. Ouais. Ça a été une super surprise aussi de le voir souriant, heureux de voir ses comparses gagner, ça aussi. Au service de son équipe, mais avec énormément d'enthousiasme sur le Giro. Là, c'était très beau à voir aussi. Et puisqu'on parle de Giro, oui. J'allais dire, dans les surprises ou dans les belles histoires de l'année aussi, on pourrait mentionner le podium de Richie Porte au Tour de France aussi, qui était franchement bien mérité. Là. On était content pour lui. C'était comme, au début, on riait un peu. Là, on était comme, bon, Richie, finalement, il a fini par comprendre. Puis il s'en retourne faire le domestique pour finir sa carrière en encaissant un chèque. Là, le rêve est brisé pour toujours. C'est terminé. Puis c'est comme si tout d'un coup, comme la pression de gagner un tour n'était plus là, il a fini par se désabonner à sa malchance qui faisait qu'il n'avait jamais fini un grand tour, Richie Porte, là, avant ça. Là. Donc, c'est sa meilleure performance dans un grand tour au moment où il est leader, ce qui est la dernière fois
où ça va se passer. Et c'est le parfait pont pour m'amener à la prochaine question qui est, messieurs, quel a été le meilleur grand tour de la saison? Pas facile. Pas facile. David, tu as l'air de vouloir nous aligner là-dessus. Ouais, on va écouter ce qu'Audrey a à nous dire d'abord. Là. Audrey Lemieux, elle, va statuer là-dessus. Puis après ça, je vous reviens. Ça a été très difficile de trancher parce que le Tour de France, ça nous a donné vraiment des frissons jusqu'au dernier moment avec le contre-la-montre et la performance exceptionnelle de Tadej Pogačar cette journée-là. Et aussi, il y avait une bataille avec le maillot vert, mais j'irais vraiment avec la Vuelta parce que c'était moins contrôlé, c'était un peu plus ouvert. On a eu beaucoup de batailles mano à mano dans des finales, dans des ascensions, dans des arrivées au sommet. Et ça a été à plusieurs reprises pendant la Vuelta, tandis que sur le Tour de France, c'est plus un tempo, on contrôle, les équipes sont devant. Donc, ça a donné lieu à vraiment c'était beaucoup moins prévisible. Et encore une fois, l'avant-dernière étape qui s'est terminée dans une arrivée au sommet, ça a été assez impressionnant dans la Covatia. Ça a failli encore une fois tourner en défaveur de Primož Roglič. Finalement, ça a été... il a réussi à conserver son maillot, mais c'était très excitant jusqu'à la toute fin. Bon, pour Audrey, c'est la Vuelta. Je vais vous avouer là, que j'ai eu du plaisir assez constant à regarder tous les tours, sauf le Giro, que j'ai trouvé un peu longuet par bout. La dernière semaine était vraiment excitante. La Vuelta était excitante de bout en bout. Mais le Tour, cette année, il s'est passé des choses extraordinaires tout le temps. Oui, il y avait l'espèce de domination, pas l'espèce de domination, là, mais la domination à l'avant du peloton de la Jumbo-Visma, qui était là tout le temps, puis tout ça. Mais à la fin, finalement, c'est pas eux qui ont gagné. Il y a comme eu un plot twist, comme dirait l'autre, qui était quand même assez excitant. Puis... toutes les envoyades de la Sunweb au cours du tour. Donc, le duel dont on parlait pour le maillot vert, celui pour le maillot à poids aussi. Donc, moi, c'est la deuxième année en ligne là, que mon tour préféré, c'est le Tour de France, et c'est à souligner. Et ça vient beaucoup, je crois, de l'effort des organisateurs de créer des parcours vraiment enlevants et excitants et de réduire au minimum là, les étapes de transition un peu ennuyeuses. Voilà, c'est dit. Mon tour préféré, c'était le Tour. Manu? Moi, mon tour préféré, ça a été le Tour d'Italie. Un peu comme nos auditeurs qui ont voté là, en majorité pour le Giro. Plusieurs aussi ont mentionné le Tour de France. Puis il y a même quelqu'un qui a fait mention du Giro Rossa comme étant le tour le plus excitant là, pour eux cette année. C'est vrai qu'il était cool, le Giro Rossa, que j'ai suivi un peu de loin, là, mais c'est vrai qu'il était vraiment le fun. Mais Manu... Ce que j'ai particulièrement aimé du Giro, puis on en parlera un petit peu plus loin là, dans mon choix là, pour la révélation de l'année, mais c'est la performance d'Almeida qui a été 15 jours en rose. Puis on dirait que j'aime ça, moi, quelqu'un qui mène une course comme ça, puis qui n'est pas supposé de l'amener, puis qui se défend, puis qui se bat, puis qui est supposé perdre son maillot ce jour-là, puis qui reste en rose, puis qui reste en rose 2-3 jours de plus. Un peu comme Alaphilippe nous a fait, c'est-tu l'année dernière ou l'autre année d'avant? C'est l'année dernière. Ouais. On dirait que j'aime ça, moi, ce genre de à la Vauclair, de course-là. Ouais. Exactement. Ouais. Toi, Charles? Choix déchirant, mais je vais dire la Vuelta. Comme Audrey, j'ai trouvé... Je me suis assis la première journée pour écouter dès le départ, puis je suis resté scotché. Il y a eu de l'action de la première à la dernière seconde. Il y a eu des changements de ton tout au long de la semaine. C'était vraiment c'était un tour du désespoir. On dirait qu'il fallait clore la saison. On avait l'impression que la course allait se terminer demain, tout le temps. Il y a eu des changements de leader constants. Les étapes étaient imprévisibles. Les profils étaient trompeurs. En tout cas, ce que moi, je consomme comme média cycliste me donnait parfois l'impression que le profil était plutôt plat, alors qu'il y avait un 22 km à 4%. Qui était là au milieu de 4 cols catégorisés. Ça fait qu'il y a eu de l'action. C'était pas comme un roman savon, mettons, que tu peux oublier pendant 3 semaines, revenir puis savoir exactement où est-ce que tout le monde est rendu. Là,
le temps d'aller pisser, c'était suffisant pour perdre le fil de la course. Donc, Vuelta, qui est la course mal aimée des grands tours, encore après toutes ces années, pour moi, et c'est souvent le cas, ça a été la meilleure course de l'année. Meilleur grand tour. Notre prochaine catégorie, ça donne des mots de tête à un peu tout le monde parce que c'est pas toujours évident. Meilleur et pire tactique, pire moment tactique de l'année. Mais on va écouter un expert qui s'appelle François Parisien, puis on va écouter ce qu'il a à dire, puis on va vous revenir par la suite. Oui, donc, David, ma meilleure tactique, moi, pour la saison 2020, bien, c'est pas un coureur en particulier, c'est vraiment plutôt un effectif, une équipe au grand complet qui, selon moi, a vraiment bien performé. C'est pas compliqué, c'est Jumbo-Visma. Jumbo-Visma qui n'ont pas eu le plus grand nombre de victoires. C'est la Quick-Step qui a le plus grand nombre de victoires de la saison avec 39 victoires. Dont le maillot de champion du monde avec Alaphilippe, bien sûr. Mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, avec leurs 23 victoires, c'est vraiment le pourquoi j'ai choisi Jumbo-Visma, c'est qu'ils ont été aux avant-plans. Même quand la Quick-Step dominait, ils étaient pas loin derrière. Et puis quand on regarde le nombre de courses qu'ils ont fait, ils ont participé, Jumbo-Visma, à 28 courses dans la saison pour 23 victoires. Là, c'est bien sûr que quand on parle de courses, c'est des courses à étapes, dont le Tour de France, dont la Vuelta, donc il y a plusieurs étapes. C'est pourquoi qu'on a seulement 28 courses pour 23 victoires. Mais quand on fait le parallèle avec la Quick-Step, eux, ils ont 39 victoires pour 47 courses. Donc, c'est beaucoup plus un ratio qui, pour moi, beaucoup plus fort d'importance. Et surtout que lorsqu'on regarde ces courses-là en particulier, la Jumbo-Visma a réussi à performer en remportant la Vuelta, mais aussi en étant très près de la victoire au Tour de France. Et ils ont performé dans les grandes courses du World Tour. Ils ont gagné la Strade Bianche, ils ont gagné Milan-San Remo, le Tour de UAE, puis la course de Piemonte, Liège-Bastogne-Liège. Donc vraiment, là, ils ont été très, très, très forts, en plus de finir deuxième au Tour de France. Très présents dans les courses de premier plan au niveau World Tour. C'est pour ça que je l'ai choisi, oui, plutôt que la Quick-Step, puisque les Quick-Step, oui, ont remporté beaucoup de victoires, mais beaucoup d'entre elles sont en Belgique dans des courses un peu de second plan, surtout en début de saison. Donc, bravo à la Jumbo-Visma qui, pour moi, est l'équipe de la saison. Bon, meilleur pire moment tactique de la saison. Meilleure tactique, moi, j'ai envie de dire, là, puis j'en ai parlé un petit peu plus tôt, là, mais Sunweb cette année, particulièrement au Tour, quelle tactique, mais pas juste au Tour. Puis là, je dis, sur le Giro, là, ce qu'ils ont fait avec, Wilco Kelderman et le jeune dont j'oublie le nom, là, j'ai un blanc. Pouvez-vous m'aider? John Hindley, merci. Où on avait deux coureurs à l'avant, on laisse aller Hindley, puis là, tout le monde se demandait si tu as vraiment la bonne tactique. Puis par la suite, on l'a su en écoutant des trucs qui avaient été faits live, des enregistrements, que c'est ce que Kelderman avait dit à l'équipe de faire de toute manière. Mais ça a été brillant. Et la manière dont on a attaqué à répétition pour aller chercher des étapes. Marc Hirschi s'est échappé, et des victoires, une victoire d'étape, mais deux presque victoires aussi. Donc, et toujours fait très, très intelligemment. Ses coéquipiers aussi, donc, étaient là. Moi, j'ai trouvé que sur le plan tactique, c'était de loin la meilleure équipe, la plus intéressante. Et moi, je trouve que Jumbo-Visma au Tour, ils l'ont pas si bien joué que ça. Et que finalement, ils ont été assez conservateurs et qu'on a eu l'impression que, à la place d'aller chercher du temps puis de laisser des coureurs, plutôt que de laisser certains coureurs aller en se disant ça sera pas grave, ils auraient dû attaquer plus, ils auraient dû aller chercher plus de temps et ne seraient pas retrouvés dans une position où justement Tadej Pogačar était capable d'aller remporter la course à la fin parce qu'il ne s'était pas fait un buffer assez gros. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qui me vient là, comme ça, comme pire moment tactique. Messieurs, je vous lance cette patate chaude. Que j'attrape pour dire que c'est probablement pas la meilleure de la saison, mais une dont je me souviens rapidement, c'est celle dont tu faisais mention tantôt, Manu, au Tour de France, 18e étape, Carapaz-Kwiatkowski qui
qui partent en échappée, qui finissent par décrocher tout le monde, qui travaillent ça ensemble, qui finissent ça bras dessus, bras dessous. Il y en a 50 des exemples comme ça dans une saison, mais celui-là est heureux en plus d'être une belle tactique. Puis, deux gars d'une même équipe comme ça, c'est rare quand même. Là, oui. Et spécialement, on les réhabilite vraiment. Là, on dirait qu'on est sur cette opération-là, mais Ineos, encore eux. On est grassement payés. La pire tactique, c'est peut-être un mélange de... Je sais pas, il a peut-être importé des tactiques de Movistar chez Bahrain-McLaren, mais c'est au Tour de France quand toute l'équipe Bahrain-McLaren a travaillé toute la journée pour pouvoir bien positionner son leader, Mikel Landa, qui n'a pas été capable de suivre, qui s'est fait décrocher aussitôt que ça a vissé un peu fort à l'avant. Il y a un meme d'ailleurs qui est fantastique où Landa regarde la caméra du coin de l'œil, puis là, évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel commentaire sur la photo. C'est un autre bonhomme qu'on aime détester. Et qu'on l'aime pas tant, hein? Ben non, c'est ça. C'est malheureux, mais bon. Pire moment. Ouais, lui et sa coupe de cheveux sont assez détestables. Manu... Dans les moments tactiques que j'ai particulièrement appréciés cette année, puis là, vous me corrigerez ou vous me ramenez sur le droit chemin là, si je fais erreur, mais c'est une journée où Sagan a complètement dynamité là, le peloton là, pour essayer de larguer Bennett qui avait été pris dans une cassure, ou en tout cas, je me souviens plus trop exactement comment ça s'est joué, mais il a roulé en avant, puis je sais pas si c'est l'étape qui a fini par gagner non plus. Mais ça avait été vraiment savoureux. C'est peut-être un peu nébuleux là, dans ma tête puis dans la vôtre aussi, là, mais ça vient comme de me surgir en tête. Le pire moment pour moi, c'est sans contredit le sprint d'Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège. Là, au-delà du fait qu'il a célébré trop vite, vous irez revoir le dernier kilomètre. Il manque de faire tomber les autres. Il attache ses souliers en se revirant de bord. C'est brouillon, c'est éparpillé. C'est écrit dans le ciel qu'il ne gagnera pas cette course-là. Là, puis c'est pour moi le pire moment tactique là, de la saison. Il a toujours fait ça, Alaphilippe, mais là, c'est comme si c'était devenu comme une série de tics là, détestables. Je sais pas trop. Là, en tout cas, on va le lâcher un peu, là, le pauvre garçon, mais il est quand même juste champion du monde. Bon, on va y aller rapidement pour clore le show parce que les dernières catégories, à part celle-ci, on a des réponses du public pour à peu près tout, puis on va essayer d'y aller vite, mais comme on est victime de la mode, évidemment, on voulait savoir le plus beau et le pire kit homme-femme, donc peu importe, le confondu, là, moi, mon kit préféré, homme et femme, c'est Trek Segafredo, je trouve beau, simple, efficace. Puis, est-ce que tout le monde en cœur, on dit EF Education pour le plus lettre, toute équipe avec mention, avec mention spéciale pour le kit de Danil de Kabirou chez les femmes qui a l'air d'un espèce de pyjama bleu poudre intégral. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. Ça a donné une run pour son argent à IF en 2020. Facile. Bon. Hey, c'était pas facile à relever comme défi. Mais Manuel, as-tu d'autres choses à ajouter au rayon des victimes de la mode? Moi, j'ai marqué Canyon SRAM. Puis le moins beau, j'ai même pas marqué le kit de F au Giro. C'est le Androni Giocattoli Sidermec, à mon sens, là, qui est il est pas bien le beau. plus important. Il n'est pas bien beau. C'est quand même drôle qu'on ait mis dans les catégories plus beau et plus laid 2 kits faits par Rafa. Bon, je le dis comme ça, mais c'est quand même assez drôle. Manu, je te passe la POC pour notre dernière rafale parce que on a des... Ouais, vas-y. Ouais, la performance canadienne a souligné. Les auditeurs étaient partagés beaucoup entre le Tour de France dans son ensemble d'Hugo Hull puis la victoire d'étape de Michael Woods à la Vuelta. C'était pas mal 50-50. Quant à moi, je suis pas mal 50-50 aussi. Je pense que le Tour de France d'Hugo Hull mérite une mention particulière. Aussi, puis on peut ajouter depuis hier aussi l'arrivée de Premier Tech, là, qui est l'entreprise de Rivière-du-Loup à titre de co-sponsor chez Astana.
Et Steve Bauer qui devient DS aussi chez Astana. Ouais. Qui est réuni avec Hugo Hull comme à ses débuts professionnels chez SpiderTech. Ouais. Alors, ça va être de bon augure, ça, certainement. Charles, la révélation de l'année chez les hommes pour toi. Puis, Marc Hirschi. Oui, Marc Hirschi. Marc Hirschi, sans hésiter, ça a été une saison folle. Il était spectaculaire. On le voyait revenir, se réessayer constamment. Il ne s'est pas arrivé du premier coup. De mon côté, c'est lui qui est la révélation de l'année. Les auditeurs parlent beaucoup de Hirschi aussi. On a du Jai Hindley aussi dans les réponses. Ouais. Pogacar, Ganna, Almeida. Un qu'on n'a pas vu c'est dans ces réponses-là, c'est Hugh Carty aussi, qui s'est quand même révélé là, beaucoup. Moi, j'ai choisi Joao Almeida aussi, là, qui a fini 4e du Giro, 15 jours en rose. Puis la confirmation de l'année avant son crash aussi. On savait qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais c'est Remco Evenepoel là, qui a gagné le général de San Juan, de l'Algarve, Burgos et Pologne. Donc, quatre classements généraux là, avant son crash. On aurait pu parler d'une très, très grosse saison dans son cas là, s'il n'y avait pas eu cet accident-là. Puis chez les femmes, qu'est-ce que nos auditeurs ont dit? Chez les femmes, on a Céline Alvarado, Mavi Garcia, les gens de la FQSC qui nous ont souligné Madeleine Vallière aussi, qui est une jeune femme de l'Estrie, je crois, qui mérite d'être de Sherbrooke, qui mérite d'être sur votre radar à tous si ce n'est déjà fait. Toute jeune, très, très talentueuse. Et on a aussi Liane Lippert aussi qui a été mentionnée chez les femmes, qui a intégré le top 10 là, du classement UCI cette année, qui a fait un bond prodigieux de 80 places dans la saison, qui a fini 2e du Tour Down Under féminin. Quant à moi, j'ai choisi Loana Lecomte, la championne du monde cross-country olympique chez les Espoirs, qui a gagné une manche de Coupe du monde en cross-country élite aussi cette année. Une jeune femme à surveiller là, en mountain bike dans les années à venir, sans aucun doute. Et a battu Pauline Ferrand-Prévot au championnat national français, ce qui est quand même pas une mince tâche. Je prends la balle au bon pour dire que ma révélation féminine de l'année, c'est... on est une demi-saison en retard avec le cyclocross, mais c'est Céline Del Carmen Alvarado. Son combat permanent avec Anne-Marie Worst ça a été super, ça a été le fun à regarder constamment. Le cyclocross féminin, je suis comme un disque qui saute. Allez-y, allez voir ce qui se passe là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Elles sont toutes jeunes. Les filles qui ont 27, 28, 29, 30 ans en cyclocross, qui est habituellement l'âge où ces athlètes-là performent le plus, sont déjà presque éjectées. Quoique c'est un peu un phénomène dans le cyclisme de façon générale en ce moment, là, mais bref, Alvarado, de mon côté. David, pour toi? Moi, une course que j'avais absolument jamais remarqué, puis qui a fini 3e à la flèche, puis qui s'appelle Demi Vollering, là, néerlandaise, puis dont je me suis rendu compte finalement. Après ça, je suis allé voir son palmarès, puis coudonc, elle avait quand même quelque chose, puis, plusieurs top 10, rien de complètement hallucinant, mais je regardais, 7e à Gent-Wevelgem, 3e à la flèche, 3e à la course pour le Tour de France, 3e à la Setmana Ciclista Valenciana. Donc, qui a l'air d'avoir en 2019, c'était sa première année pro, 3e à Liège-Bastogne-Liège, 5e à la flèche. Donc, quelqu'un à surveiller, je pense, qui est dans une équipe là, qui est Parc Hôtel Valkenburg, là, qui n'est pas nécessairement aux avant-plans tout le temps. Là. Et surtout qui se bat avec, on a pu avoir se battre avec des Annemiek van Vleuten, des Elisabeth Denyen, des Marianne Vos, des Newa Doma, puis être dans la game, surtout attaquer beaucoup, donc animer la course. Donc, je l'ai remarqué cette année et c'est ma révélation. Je t'interromps pour dire qu'elle s'en va chez SD Works l'année prochaine, qui est la nouvelle itération de Well Dolmans. Donc, elle va rejoindre les meilleurs. Puis, je nous ralentis un peu en disant que le maillot de Parc Hôtel Valkenburg, selon moi, c'est un des plus beaux du peloton aussi. Allez le voir, vous savez probablement pas ce que c'est. Il est rose.
Ouais, une espèce de mix impossible ou improbable entre du blanc, du saumon, du rose et du vert forêt. Ouais. C'est... Oh well. Ben, disons, tous les goûts sont dans la nature. On va dire ça comme ça. Moi, je trouve je le trouve spécialement réussi. Bon, on y va avec nos 2 dernières catégories. Emmanuel, le cycliste de l'année. D'abord, selon nos auditeurs. Selon nos auditeurs, nos auditrices, beaucoup, évidemment, ont choisi Wout van Aert comme étant le cycliste de l'année. On a eu des votes pour Mathieu Van Der Poel, des votes pour Julian Alaphilippe, pour Marc Hirschi, pour Primoz Roglic et pour Filippo Ganna aussi. Pour ma part, j'ai choisi Wout van Aert, évidemment. Victoire sur Strade Bianche, Milan-San Remo. 2 étapes du Tour de France, tout en continuant son rôle de lieutenant pour son leader. 2 places de 2e aux mondiaux, ce qui n'est pas banal. Second du Tour des Flandres, tout ça après être revenu d'une très grave blessure au tendon de la jambe subie en 2019. C'est une immense année pour Van Aert. Oui, extraordinaire. Moi, j'ai mis Tadej Pogačar parce que pour la surprise, là, pour sa performance au Tour, parce que c'était quelque chose de vraiment d'extraordinaire et d'inespéré, qui est tellement jeune en plus. Donc, ça a été, c'est mon cycliste de l'année. Peut-être pas celui qui a été le plus constant. Tu sais, s'il fallait regarder l'ensemble des performances, c'est sûr que Wout van Aert a une saison plus impressionnante, mais Pogačar a fait quelque chose d'absolument magique à un moment inattendu. Puis ben, ça arrive pas si souvent dans le cyclisme, encore moins dans les grands tours, puis encore moins au Tour de France. Donc, c'est causé la surprise comme il l'a fait. Donc, pour moi, c'est lui. Et Charles, toi? C'est Roglic. Par championnat national, Tour de l'Ain qui a remporté, 2e au Tour de France, remporte Liège, finit 6e aux mondiaux, remporte la Vuelta. Pour une 2e année, oui. Défense rest my case. Ouais, non, c'est très fort aussi. Et on termine avec les femmes, les dames. Est-ce que quelqu'un a répondu autre chose que Anna van der Breggen? On lui envoie des insultes. Quelques auditeurs là, qui ont mentionné, évidemment, Anna van der Breggen en premier, mais qui ont mentionné Pauline Ferrand-Prévot, qui mérite, là, je pense, d'être seconde là, dans ce palmarès-là. Mais évidemment, là, Anna van der Breggen, avec les 2 titres sur route et contre la montre, je crois qu'elle va faire l'unanimité, à moins que vous me contredisiez, messieurs. La Flèche Wallonne aussi, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment dominante. Là. Oui, la Flèche Wallonne pour une 6e fois consécutive. Ouais. On dit que Valverde, de ce côté-là, était le plus dominant de l'histoire. J'allais dire, c'est la Valverde de la flèche chez les femmes. Non. Donc... non, parce qu'elle, on aime l'avoir gagné. Je le déteste pas tant que ça, Valverde. Il est un peu ennuyant, mais quand même amusant là, dans son genre. Donc, c'est tout pour cette saison de course sur route, à tout le moins. Là, il va y avoir... Y a-tu du cyclocross ou il n'y en a pas, finalement? Il y en a. Hein? Oui, monsieur. Oui, à la fin du mois, il en reste. Bon, alors, un peu de cyclocross. Ça continue. D'ailleurs, Magali Rochette est en Europe en ce moment, participe à plusieurs courses. Les courses, comme je le disais tantôt, sont intéressantes. C'est plate à dire un peu, mais tant que Van Der Poel n'a pas commencé sa saison, ni Van Aert de cyclocross, le field est un petit peu plus ouvert du côté des hommes. Ça l'est toujours chez les femmes. Donc, allez, boudez pas votre plaisir. Allez regarder des courses de cyclocross. Bon, c'est jamais fini. Puis, on va se revirer de bord puis voir des courses dans le désert. Messieurs, merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé. Nos auditrices et nos auditeurs d'abord, hein, qui sont là puis qui viennent jaser avec nous, qui nous écoutent en masse. On a beaucoup de hits, beaucoup de gens qui nous écoutent, beaucoup de gens qui sont abonnés à Radio Bidon. On a des dons de manière régulière parce que vous pouvez aller sur SoundCloud et appuyer sur le petit bouton bleu puis faire un don. C'est super apprécié. Je tiens à vous le dire. C'est des dons. C'est souvent, là, je vous le dis, il n'y a pas grand monde qui nous donne 100$. Là, mais tu sais,
des 10$, des 5$, des 25$. Je peux vous dire, là, quand je reçois la notification de PayPal que vous nous avez fait un don, là, vous faites ma journée à chaque fois parce que l'air de rien, là, on est tous là, on prend du temps, que ce soit, puis on demande à nos collaborateurs aussi de prendre du temps, que ce soit Simon Drouin, François Parisien, Audrey Lemieux et d'autres là, qui sont invités au cours de la saison et qui viennent, tout le monde, on fait tous ça bénévolement, donc, et puis vos dons, ben, ils nous permettent d'acheter de l'équipement, de faire des babelles. Éventuellement, on fera des sorties, tu sais, quand on pourra ressortir dehors, puis on fera des choses. Les nouveaux bureaux de la Flèche sont sur le parcours des Grands Prix cyclistes de Québec-Montréal. Donc, s'il y en a un l'année prochaine, ben, on fera un événement spécial sur la rue Saint-Vallier ici. Donc, merci à vous toutes et tous de nous soutenir. Merci à vous deux, messieurs, d'être avec nous, avec moi, régulièrement pour cette émission, ainsi qu'à Gabriel Bourdage qui est à la technique. Je vous rappelle que Radio Bidon est présenté par Parley et Seven Mesh, que c'est une production de l'agence La Flèche et de son studio Balado. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de saison sur route. Bon début de saison de cyclocross. Bon hiatus de vélo de montagne. Et à vous tous et toutes, peut-être quelques dernières sorties dehors avant de sortir vos fat bikes si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci messieurs et au revoir.